Philippe Sigouin a débuté dans le monde du design graphique en 1980. Petit à petit, il s'est créé une clientèle de PME et d'organisations gouvernementales. Aujourd'hui, il œuvre toujours dans le domaine du graphisme et a ajouté les nouvelles technologies à son offre de services. Fort de son expérience de 7 ans comme enseignant à la Cité collégiale, il est aussi mentor pour de nouvelles entreprises de la région. Philippe Sigouin, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va reculer au départ parce qu'on ne devient pas marketeur web comme ça. Il faut avoir commencé à quelque part. Surtout, là, il y a une grande expérience aussi avant au niveau du marketing pur et simple. Tu as commencé, en 1980. Est-ce que j'ai pu dire? Est-ce que c'est vraiment en 1980? Exactement, oui. C'était une idée que j'avais de me lancer en design graphique. Pourquoi? J'aime l'idée du design, la beauté, la frappe, l'impact, des logos, n'importe quoi qui est designé. J'étais fou de ça. Je dis, je vais aller dans les meubles. Compliqué, ça prend un cours, connaître les matériaux. Design graphique, j'avais déjà commencé à faire des affiches pour des amis, une troupe de théâtre que j'avais mis sur pied avec des amis, des amateurs. Je dis, je suis capable de faire des affiches, j'ai déjà fait. Pourquoi je ne lance pas ma petite entreprise? Puis, j'ai appris sur le tas. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le cours à la Cité. Hein? Collège de la Cité, il y a un très bon cours, où j'ai enseigné pendant 7 ans, d'ailleurs. Hein? Mais à ce moment-là, j'ai dit, peut-être que je peux apprendre en faisant. Puis c'est ce qui est arrivé. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, finalement. Là, au départ, quand on fonde une compagnie comme ça dans un domaine où, il n'y avait pas vraiment de cours, ça devait être comme tout devait être à faire, finalement. Au départ, on a dû se regarder un peu comme étant un peu spécial parce que, le design graphique au Québec, surtout dans la région de Gatineau, dans cette époque-là, il ne devait pas avoir grande compétition, bien. Là. Il y avait un ami qui était là depuis 10 ans que j'avais rencontré par hasard, je pense, ou au travers d'autres amis. Puis il dit, c'est pas sorcier, il dit, t'as du talent, vas-y, puis si t'as besoin de conseils, viens me voir. J'allais le voir de temps en temps, une fois par 3 ou 4 mois, puis il me montrait son installation. Regarde, j'ai mis une table là. C'est toute une table avec une règle sur des fils qui... Oui. La règle parallèle. Et, une bonne vieille table à dessin comme on avait dans le temps. C'est ça. Là. On avait acheté une table, on n'avait pas de règle. On faisait tout à la main, puis ça bougeait. T'achètes ça. On était vraiment au début, là. Il faut des bons matériaux, des beaux outils. La table, une caméra pour prendre des photos de ce qu'on fait, pas pour mettre sur le web. Il n'y en avait pas. Non, le web était même très, très loin dans les pensées. Là. C'était des premiers balbutiements. Il y avait quelques petits réseaux ici et là, mais c'était pas comme Internet comme aujourd'hui, là, évidemment. Oui, exactement. Mais j'ai été chanceux parce que j'ai trouvé quelqu'un en voyage, en fait. En 78, j'ai rencontré un Ontarien anglophone qui vient d'un petit village qui décidait de partir autour du monde pendant 1 an et demi. Et par hasard, on s'est croisés au 10e mois, lui et moi, en Autriche, dans une auberge de jeunesse, dans la ville de Mozart. Et puis, amateurs de musique classique, les deux, on a connecté, on est allé voir un concert joué par des fous de Mozart dans la maison de Mozart. Puis après cette expérience-là, on dit, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, tout ça. Et il dit, moi, je dessine. Ah, tu dessines? Puis je regarde son livre de voyage. Il y avait des super beaux dessins avec l'aquarelle, des encres. Tu sais, il a du talent, OK. En revenant de voyage, lui a continué. Moi, je suis revenu 1 an après, que ça m'a pris 1 an pour vraiment me décider qu'est-ce que je voulais faire, puis faire mon tour d'Europe, l'Afrique du Nord, tout ça. Je l'appelle, il était rendu à Toronto. Je dis, tu viens-tu apprendre le français à Hull? Il dit, justement, parce qu'on avait parlé. Il dit, oui, bonne idée. Alors, il s'installe chez un de mes amis, dans le Vieux-Hall, sur la rue Vaudreuil, qu'on connaît bien. Là commence la grande aventure de mieux se connaître et aussi voir quoi dans ses talents que je pourrais apprivoiser pour partir ma nouvelle entreprise. J'avais toujours en tête de partir ça. Il dit, oui, je veux partir quelque chose avec toi, puis tu vas me montrer ce que tu sais en design. Puis je dis, je sais pas grand-chose. On apprendra ensemble. Alors, on est parti dans son appartement, puis il habitait avec un de mes chums, puis on a transformé une salle, une chambre à coucher en studio de design. Il y avait des belles fenêtres, puis c'était parfait pour ça. Puis on a appris le métier ensemble.
Et effectivement, il n'y avait pas tellement de compétition que ça, mais il y en a qui étaient là depuis longtemps parce que du design graphique, on a toujours eu besoin. Oui, parce que c'est ça que je me demandais comme question, parce que là, on le sait, le design graphique est là depuis des dizaines, voire même une centaine d'années, même qu'on s'y attarde vraiment. Et puis, c'est... comment je pourrais dire? C'est un domaine où il me semble qu'aujourd'hui, il faut avoir certains cours, il faut avoir certains bagages. Dans le temps, on pouvait apprendre sur le tas. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore apprendre sur le tas? On pourrait effectivement, parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les tutoriels en ligne et beaucoup de petites vidéos de jeunes qui commencent, qui veulent se faire connaître. Alors, ils font leurs tutoriels. Puis des professionnels aussi qui, c'est leur façon de se faire voir sur YouTube, par exemple. Comment monter une maquette, comment utiliser le logiciel Illustrator, comment jouer dans Photoshop, les rudiments. Puis quelqu'un qui est un peu intelligent, qui connaît les logiciels, qui a un sens du design, peut effectivement apprendre par lui-même. Par contre, il va y manquer des règles de l'art. Comment on finalise un design, plein de choses autour du métier. Comment on présente des concepts à un client pour que ça passe, parce qu'on a déjà travaillé 12 heures, 15 heures là-dessus. Là. On veut qu'un design soit accepté puis qu'on aille à la prochaine étape. C'est tout ce déroulement des petites étapes. C'est pas évident parce que maintenant, il y a la notion de service à la clientèle ou contact avec le client qui est devenu vraiment là, un processus raffiné, peaufiné et qu'il faut insérer dans nos processus d'affaires. On deal avec des clients. On ne fait pas juste travailler dans notre coin. Alors, même si on maîtrise des logiciels, comment est-ce qu'on présente? Ça prend le sens des affaires, c'est là. Ça prend des rudiments d'affaires pour être capable, justement, de faire une compagnie avec ça. On pourrait être simplement un designer graphique pour une grosse compagnie et puis revenir, justement, là, avec quelqu'un d'autre qui sait faire des affaires. Parce que, bon, la bosse des affaires, c'est pas donné à tout le monde non plus. Il faut savoir. Mais là, à un moment donné, on commence à avoir des clients, tout ça. Les années 80 passent. Ça commence à grossir. Et là, arrive toute l'informatique. Dans le début des années 90. Dans les années 80, oui, ça commençait. On a acheté les premiers Mac parce que le Mac était... C'était une boîte avec une vitre. Oui, c'est une boîte à savon, une boîte de lait, une boîte à beurre. Niveau de design, c'était assez rudimentaire aussi. Là. C'est ça, mais ça faisait l'affaire. Puis quand les graphistes ont vu rentrer nos 2 premiers Macs, ils ont dit « Ah, là, on s'en va quelque part. » Puis effectivement, il y a des étapes dans le design qui vont plus vite avec ça. Et il y a beaucoup de choses à apprendre, même avec un Mac rudimentaire. Alors, on avait un consultant qui venait donner une formation qui était en partie subventionnée par le ministère de la Main-d'œuvre, je pense que ça s'appelait dans le temps. Alors, c'est bien. On a fait un bond avec ça en 6 mois. En 1 an, on pouvait aller plus vite, prendre plus de projets, des choses plus sophistiquées. On est passé à une clientèle de PME, à une clientèle de ministère au fédéral qui nous donnait des gros projets dès les années 87-88. Et on a acheté une maison dans le Vieux-Hall, sur la rue Vaudreuil, mais à l'autre côté, près de Laval. Et on s'est bien installé là, comme un studio, tout équipé. C'était vraiment sympathique, stationnement, tout ça. Les clients étaient reçus aux petits oignons avec café. Un autre café, madame. Tu sais. Alors, il y a cet art-là aussi de recevoir les gens qui faisaient partie d'être en affaires, pas juste en design graphique, c'est sûr. Mais on avait un autre outil que les graphistes connaissent bien, parce que maintenant, on ne s'en sert pas pour ça, mais c'est la photocopieuse qui fait agrandir et rapetisser les motifs. Et moi, je faisais beaucoup de recherches pour les graphistes, pour des motifs dans les bibliothèques. La bibliothèque de Hall, là, je la connaissais par cœur, où se trouvait tel genre de livre, tel genre. Et puis là, j'allais chercher des livres illustrés que je ramenais et on photocopiait des choses pour les agrandir puis les transformer en logiciel après. Alors, la photocopieuse est un outil qui était aussi important qu'un Mac à une époque. Et on ne passerait pas ça. Hein? Bien, on n'a qu'à se remémorer le fax, qui aujourd'hui est totalement disparu. On s'en sert pratiquement plus. La photocopieuse, aujourd'hui, on s'en sert pour faire des photocopies, évidemment. Même si on est
comme on dit en anglais, paperless. Maintenant, on est sans papier sur beaucoup de choses. On a donné vraiment un une grosse partie de tout ce qui est les affaires, c'est vraiment sur informatique. Aujourd'hui, d'ailleurs, même, il y a une panne de courant et tout le monde dit je peux pas travailler parce que j'ai pas d'ordinateur, effectivement. Dans le temps, le bon vieux papier est encore là. Mais comment on passe, justement, de papier à aller jusqu'à informatique? Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, des gens qui disent non, parce que je sais bien qu'il y a certaines entreprises, quand ils sont passés à des formules un peu plus, avec les cellulaires et compagnie, il y a des gens un peu de la vieille garde qui ont dit, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Est-ce qu'il y a eu des résistances comme ça au niveau de l'équipe? Non, parce que les créateurs, les créatifs, que nous, on embauchait, parce qu'à un moment donné, on était jusqu'à 8 personnes dans l'équipe. Alors, il y avait des projets, puis on était bien alimentés par différents types de clients. Tout le monde avait soif d'apprendre. On était abonnés à une revue, entre autres, c'est du papier, mais ça me faisait aller plus loin dans l'idée, dans la façon de travailler, et plusieurs revues, en fait. Et cette ouverture-là chez les créateurs, enfin, tu vois ça à l'entrevue, hein? Quand tu vois si quelqu'un a cette envergure-là de dire, moi, je ne suis pas ici juste pour travailler, je suis ici pour apprendre, mais je suis aussi pour satisfaire des besoins, connecter avec des clients, connecter avec l'équipe, ça. Oh, OK. C'est quelqu'un qui est ouvert. Alors, tout le monde était ouvert au nouveau Macintosh, au nouveau logiciel, à l'Internet qui s'en venait, parce que dès 92, 94... Ça commençait, oui. Ça commençait. Et cette curiosité-là était là partout dans l'équipe. Heureusement, c'est le genre de personne qu'on veut. Hein? Oui, effectivement, surtout dans un domaine qui est un peu comme nous ici à la télé. C'est en constante évolution. Les logiciels évoluent à vitesse grand V. Il y a des nouvelles fonctions, des nouveaux logiciels. Il y a ce qu'on appelle en anglais un learning curve. Là. La courbe d'apprentissage est assez importante, mais on est tout le temps là-dedans. Puis je pense... Je ne sais pas si c'est une caractéristique des créatifs, mais on est tout le temps à l'avant-plan. On veut avoir les nouvelles choses, on ne veut pas stagner non plus. Même en design, ça doit être la même chose. Là. Tu ne veux pas faire la même chose que tout le monde fait. Tu veux sortir du lot, j'imagine. Exactement. Les exemples qu'on avait dans les revues, c'était seulement pour nous inspirer. Jamais on aurait même pensé copier quelque chose. Et c'était pas dans nos gènes. Là. On essayait toujours de surprendre le client, surprendre le marché aussi, parce que le marché évoluait en même temps que les studios arrivaient, studios de design graphique, à Hull, mais à Ottawa aussi. Là, il y en avait partout à un moment donné. En 10 ans, de 85 à 95, c'était un foisonnement. On est devenu membre de la Société des graphistes du Québec dès des années 80. Et ensuite, les Graphic Designer Society du Canada. Et là, on allait voir dans les rencontres, dans les conférences gratuites et puis plein de gens qu'on rencontrait, on voyait l'évolution des studios, l'évolution des mentalités aussi, que tout le monde était ouvert à faire progresser le métier. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'enseigner aussi. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec le cours à la Cité, qui venait de commencer début 90. Et je suis devenu enseignant. Puis j'ai pris juste un cours, juste une charge, qui était conception graphique. Donc, un peu l'âme du processus même, là, c'est quelle idée on prend puis qu'on amène aux clients avec du design. Et ce processus-là, on le voyait en classe. J'avais juste un cours, puis c'était vraiment intéressant. Et là, j'ai pu voir les futurs créateurs de la région, design graphique, qui étaient dans ma classe. Et je demandais habituellement, à la fin de chaque année, j'enseignais pendant 7 ans, telle personne, est-ce que tu veux faire un stage chez nous? Ou est-ce que tu aimerais un emploi chez nous? Parce que des fois, il y en avait que je voyais que... Qui sort du lot, là, qui est vraiment très bon, trop fort pour la Ligue, finalement. Puis, alors, on avait le ton de ce qui s'en venait, un peu comme talent dans la région. Puis effectivement, 2-3 ans plus tard, on voyait des nouveaux studios naître. Là, quand on est au contact des nouveaux, des jeunes qui rentrent dans le métier, bon, ils ont peut-être moins d'expérience, mais est-ce que ça ne nous garde pas justement là, à la dernière page? Parce qu'eux arrivent avec des idées, des nouveaux concepts, sont au courant d'un marché que souvent, bon, à l'âge un peu plus adulte, nous, on a
pas oublié, mais on est peut-être un peu moins dedans. Là. Comme par exemple, moi, je vais avoir 40 ans. Au niveau des jeunes de 20 ans, je suis un petit peu, bon, on le voit passer, mais on n'est pas dedans, on n'a pas le feeling. Est-ce que justement, en gardant ce contact-là avec les jeunes en enseignant, ça permet de rester à la page pour une panoplie de clients aussi, parce que, bon, certains clients vont vous approcher pour dire, ben moi, je veux cibler, exemple donné, la clientèle jeune vingtaine. Ouais, moi, j'ai 40 ans, ça fait 20 ans que je suis plus là-dedans. Les jeunes, est-ce qu'ils aident justement à rester au goût du jour? Oui, effectivement, il y a ça, ce phénomène-là. Puis les jeunes s'abreuvent beaucoup des tendances en ligne, hein? Que ce soit TikTok ou Instagram, même Pinterest. Je travaille avec une graphiste qui m'a envoyé toute une planche complète. Pinterest, elle l'a assemblée juste pour moi. Elle m'a dit, voici mon inspiration pour travailler, on fait un logo ensemble. Je vais utiliser ces couleurs-là, ces formes-là. Voici... Tout est là maintenant. Il s'agit d'assembler, puis on joue de tendance aussi, puis je dis, par exemple, je pense que ça, c'est une tendance éphémère. On ne devrait pas aller là. Ce type de design-là va peut-être impressionner, mais ça a l'air passager. Dans un an, probablement qu'il y en aura plus. Ça va être changé par d'autres choses. Alors, on essaie de garder cette continuité-là dans nos produits, dans la finalité des choses. Alors oui, les jeunes, je pense, sont vraiment allumés. Ceux qui aiment le métier, on parle de design graphique, mais on peut parler aussi d'une série de publications sur Facebook ou ailleurs, qui est une de nos spécialités. Hein? Aussi, comment être présent puis bien moduler la marque par des messages. Comment est-ce qu'on présente notre compagnie, notre marque, avec une série de messages échelonnés à l'année, là? Puis est-ce qu'on fait fi des fêtes? Est-ce qu'on suit des fêtes ou non? On suit juste tendance, mais jusqu'où? Puis les jeunes sont très inspirés pour ça. Pas de problème. D'ailleurs, j'ai collaboré pendant des années avec des plus jeunes parce que je savais qu'il y avait une façon de dire, une façon de faire dans les messages. Pas que j'avais pas, mais qu'ils trouvaient peut-être probablement plus vite que moi. Et j'ai bien aimé cette période-là. Maintenant, j'en fais moins de médias sociaux. Je suis plus dans les rédactions de sites web et traductions. Donc, je joue beaucoup avec les référencements organiques, les mots-clés, les expressions clés et tout ça. Comment dynamiser un site. Et pour moi, c'est plus excitant. J'aime le côté technique de ça. Mais effectivement, on a besoin de cette force-là qui s'en vient puis qui va prendre sa place avec des nouvelles idées. Quand est arrivé le milieu des années 90, je me souviens, bon, moi, étant techno, très, très, très techno, j'étais au premier balbutiement d'Internet, de l'Internet moderne. Quand cette bébite-là est arrivée, que ça commençait à rentrer dans les foyers, qu'est-ce qui est... Au niveau du design, là, est-ce qu'on s'est dit, bon, il faut vraiment aller vers ça? Parce qu'on se souvient des premières pages web. Niveau design, bon, on n'était pas là encore. Là. On n'était vraiment pas au niveau d'aujourd'hui. Ça prenait quand même des compétences en programmation. Quand les designers sont arrivés, ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on pensait que ça prendrait autant de place que ça en prend aujourd'hui à cette époque-là? Eh oui, parce que, bon, moi, je suis à l'affût de toutes les idées, pas juste en design, mais ce qui se passait en ligne déjà à cette époque-là. Et en 1995, il est arrivé que mon associé voulait déménager à Vancouver. Il avait déjà acheté un terrain, en fait, pas Vancouver, sur une île. Une île... En Colombie-Britannique? Oui. Il a trouvé un terrain qui n'était pas trop cher, en fait, qui était très cher, pour les moyens qu'on avait dans les années 90, mais il a commencé à faire des paiements sur ce terrain-là. Il dit, moi, je m'en vais là dans 2 ans. Je dis, oui, OK. Bon, on a préparé graduellement son départ et qui amène aussi une partie de nos clients, dont le Musée des Beaux-Arts, parce que dès 88, on a changé notre orientation pour aller vers des clients muséaux. Donc, on avait les petits musées, les petites galeries d'art contemporain, dont l'Axe Néo 7, et le Musée des Beaux-Arts, devenu client, Musée de la nature, Musée des civilisations, qui s'appelait comme ça avant, au début. Hein? Et maintenant, c'est le Musée de l'histoire.
Lui, il dit, ben moi, je veux continuer ma vie d'une autre façon, sur une île, tranquille, à aller observer des baleines qui passent. Bon, pas de problème. Hein? Et là, j'ai bien vu que je perdais mon associé, mais j'ai dit, j'ai beaucoup de compétences, je suis capable d'enseigner, ça fait longtemps que j'enseigne. Je peux devenir aussi formateur. Alors, je suis allé voir un ami que j'avais rencontré dans un réseautage. Il dit, justement, je cherche des formateurs pour montrer c'est quoi l'Internet et où on s'en va avec ça. Est-ce qu'il y a un futur là-dedans? Oui, c'est sûr. Bien, tu pourrais devenir un de mes formateurs. Et pendant 1 an et quelques, je prenais des mandats de formation. Donc, je montais les programmes. J'étudiais l'Internet dans ses débuts en 95, 96, 97. Et j'avais un petit programme que je montais. Puis, j'ai pu donner des cours à Ottawa, à Hull, à Montréal, avec cette entreprise-là. Donc, j'étais obligé d'être plus au courant que mes étudiants et plus au courant qu'être au courant. Et les étudiants, j'imagine qu'ils étaient au courant, lui, eux autres aussi. Là, ils se tenaient au courant. Bien, c'était l'équipe des traducteurs, le Bureau de la traduction du Canada, qui avait besoin de savoir, eux, quelles sont les ressources que je peux aller chercher en ligne, qui sont gratuites ou payantes. Est-ce qu'il y a des dictionnaires? Est-ce qu'il y a des répertoires? Est-ce qu'il y a des lexiques spécialisés? Parce qu'eux ont besoin de ça. Évidemment. Et moi, je trouvais tout ça, je montais ça dans un programme de cours et graduellement, on parlait de ça. Et dans mes cours, difficile à croire, mais très réel, j'avais toujours 10 % de sceptiques qui disaient « Bien, M. Sigouin, là, c'est bien beau l'Internet, mais ça va disparaître. C'est une petite tendance. Une petite... » Et ça, on s'en mord les doigts aujourd'hui. Et il y en a qui se levaient au bout d'1 heure et qui s'en allaient. Je dis « J'ai pas besoin de ça. » Wow. Puis ça, je l'ai vécu au moins 1 fois ou 2 par semaine, parce que j'enseignais chaque jour pendant j'avais un grand mandat, de gens sceptiques, des professionnels, des vrais, qui connaissaient bien la matière, tout ça, mais ne croyaient pas dans l'Internet. C'est probablement une chose qui va passer. Alors, ils s'en allaient. J'ai pas de temps à perdre, moi. J'ai du travail qui m'attend. Je préfère être à mon bureau que vous écouter. Wow. Après une petite discussion, je dis, bien, passez votre chemin. Moi, je continue ma formation. C'est quasiment qui vivra verra, là, finalement. Parce que ça aurait pu passer tout droit, devenir une tendance. Mais on le sait, on l'a vu. On l'avait vu déjà à ce moment-là, en 96, 97, que on s'en allait vers un immense corpus de connaissances qui arrivait là. Pas toujours bonne, pas toujours vérifiée, mais Wikipédia est arrivé pas longtemps après et est là pour rester. Pas juste Wikipédia, mais beaucoup d'autres sources d'informations qu'on peut vérifier la fiabilité, même s'il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de transformations, de modifications, de piratage d'informations qu'on modifie selon les objectifs. Il y a quand même l'Internet fournit tout le monde et on a toujours besoin d'une façon ou d'une autre. Ça a vraiment changé notre façon de voir l'information, notre façon de voir même, j'imagine, le design, parce que là, on avait accès à l'influence de partout dans le monde. OK, on n'était peut-être pas à la sauce YouTube comme on l'est aujourd'hui. On était... Disons que le partage de données se faisait très lentement. Les plus... ceux de mon âge vont se souvenir du fameux son du modem. Ça me joue dans la tête quand on se parle. Ah, c'est incroyable. Je me souviens tellement de choses. Moi, j'avais un ordinateur qu'on avait payé une fortune. Les ordinateurs coûtaient excessivement cher comparativement. Ouais. Je me souviens d'une émission en particulier, Computer Chronicles, qui était sur PBS. Et puis, souvent, ils arrivaient dans le milieu des années 80. Voici notre nouvelle machine, blablabla. C'est seulement 5 000 $. Mais des années 80, aujourd'hui, c'est comme 20 000. Je peux m'acheter une voiture pour ce prix-là. Puis tout le monde s'est dit, ah ouais, OK, c'est correct. ça me surprenait tout le temps. Et puis, on avait un petit écran, je me souviens, un petit écran cathodique 14 pouces, et c'était la chose, là. Aujourd'hui, quand je regarde ça, ce qu'on a aujourd'hui avec la puissance des logiciels, on n'a qu'à penser justement à Photoshop, Illustrator dans la famille Adobe, mais il y en a un paquet d'autres aussi, les logiciels qu'on peut faire, surtout en design. On peut vraiment faire quelque chose là, de beaucoup plus, peut-être d'un peu moins, je dirais...
viscéral, parce qu'avec le papier, bon, c'est vraiment la main du guide designer, bon, ça y va. Il y a des gens qui ont une facilité justement à faire à faire des choses plus qu'avec l'ordinateur. C'est plus, peut-être pas senti, mais c'est plus, ça vient de plus profond qu'avec un ordinateur. Un ordinateur, c'est quand même assez plat, j'imagine, comme design. Oui, effectivement. Beaucoup de designers utilisent, toutes les sortes de designers utilisent leur iPad où tu dessines directement et où tu vas chercher une image et tu peux copier ce qui t'intéresse sur l'image. Et ça va très, très vite pour trouver des motifs. Tu l'as, t'es branché Internet, tu vas le chercher, tu mets là, tu copies par-dessus, tu redessines la chose, tu la réinterprètes avec de la couleur, des lignes, des tons. Et cet outil-là est quasiment indispensable maintenant pour la rapidité, parce qu'on essaie toujours de raccourcir le temps, d'amener de la commande du client à la livraison. Il faut que ce soit payant à un moment donné. Et c'est le nombre d'heures, souvent, qui fait la différence. Oui, parce qu'avant, j'imagine que ça prenait pas mal plus de temps. S'asseoir, trouver une idée, trouver l'inspiration aussi. Des fois, l'inspiration ne vient pas. Oui, exactement. Et il y a une façon de faire rouler les projets dans une équipe aussi qui fait que tu n'épuises pas tes meilleurs créateurs. Hein? Tu ne les surcharges pas. C'est la même chose pour le travail sur Internet. Quand on tient à nos ressources, on a trouvé des bons collaborateurs. Il faut doser ce qu'on leur donne. Il y avait des projets assez compliqués aussi pour les musées, d'ailleurs. Par exemple, des livres d'exposition qui doivent être à la hauteur de l'exposition, qui doivent refléter d'une certaine façon l'esprit d'une exposition et l'esprit du cheminement de l'artiste. Comment on fait un catalogue d'exposition ou un cahier d'exposition pour qu'on voit qu'il y a une cohérence avec tout ce qu'on voit là, dans la salle, dans la galerie. Et ça, c'est des projets qui sont exigeants pour des créateurs. Alors, on ne peut pas surcharger de ce genre de projet-là tout le temps. Il faut alterner aussi dans l'équipe qui prend quoi. Donc, ce dosage-là te permet aussi d'avoir des gens, des employés ou des collaborateurs qui restent satisfaits, contents, progressifs. Ils peuvent se reposer entre les gros projets. On leur donne quelque chose de... Eh bien, c'est déjà la fin de la première section. J'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés via Ma TV Outaouais ou encore sur TVC Basse-Lièvre. N'oubliez pas, on est sur Apple Podcast, SoundCloud, Spotify et aussi sur YouTube en version intégrale et sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été là. Ben, c'est passionnant, c'est fascinant. Puis, il y avait une question qui me trottait dans la tête. On parlait de la vitesse aussi. J'imagine que maintenant, s'il y a quelqu'un, bon, il y a de la compétition, s'il y a quelqu'un qui est capable de sortir un travail qui est décent en une certaine rapidité, j'imagine que les clients s'attendent à ce que tous les autres soient capables de le sortir. La pression qu'il peut avoir aussi sur un client. Le client vous arrive, puis c'est pour demain matin. Tu es capable de le faire parce que, bon, l'autre à côté va le faire. Si toi, tu n'es pas capable, l'autre va être capable. Est-ce qu'on sent une certaine pression, justement, des clients? Dans le domaine de la publicité, quand il y a des campagnes qui doivent être lancées en quelques jours, ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas chez nous parce que ce rush-là te permet aussi, pourrait éventuellement te permettre de rater ton coup ou d'avoir un client insatisfait. Alors moi, je préfère éviter ce genre de mandat-là, mais je sais que ça existe. Il y a beaucoup d'agences qui vont travailler rapidement, qui vont travailler les fins de semaine, qui vont travailler les soirs, comme c'est arrivé par le passé, mais c'était pas constant parce que on avait une équipe qu'on voulait garder. Donc, on essayait de garder nos projets du lundi au vendredi et de ne pas mettre la pression sur avancer vite. Mais beaucoup d'agences font ça tout le temps parce que le client veut ça un mardi matin parce qu'il démarre quelque chose, un spécial de Pâques ou peu importe. Et il faut que ce soit à la TV, sur Internet, sur Facebook. Il faut que ce soit un peu partout en même temps ou à peu près. Alors, oui, effectivement, il y a des rushs de production qui existent. Nous autres, on n'en fait pas chez nous, mais je pense que c'est nécessaire. C'est le domaine aussi. Il faut impressionner nos clients, il faut arriver au bon moment et des fois à la bonne heure. Alors, ça existe. Tout est une question de timing, encore une fois, là. Oui, effectivement. La notion de timing, on est arrivé au bon moment.
Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que ça existe, même je pense que depuis que le monde est monde, mais c'est encore... On a des concepts qui s'effacent pas, là, finalement, avec le temps. Il faut être juste là, il faut avoir parlé à la bonne personne, donner une idée souvent. Est-ce que le client, quand on le rencontre, il y a un moment où on sent que, oh, j'ai dit quelque chose, que là, ça l'a allumé sur quelque chose. Les yeux viennent d'y briller, je le sais que je vais avoir le contrat. Est-ce que ce sens-là de rencontrer le client, bon, on l'a vu avec la pandémie, c'est un petit peu plus difficile, mais là, on rencontre des clients, comment on sait que, là, j'y ai touché une corde sensible? Effectivement, c'est dans l'échange, hein? Quand on connecte avec un client, il y a souvent des rencontres préliminaires. Hein? On va étudier comment fonctionnent 2, 3, 4 fournisseurs. Et c'est des petites entrevues en Zoom, hein, depuis 2 ans. Et effectivement, dans ces petites rencontres-là, il peut y avoir des moments magiques où on sent que le client est impressionné, ou il aime cette idée-là, puis il a fait un geste. Ah, je pense que j'ai touché quelque chose là. Je pense que j'ai une meilleure chance que d'autres. Mais on ne le sait jamais, en fait. C'est le client qui décide de... Et il y a ses critères pour choisir, il y a ses objectifs. Par exemple, dans le temps, est-ce que tu peux me mettre un site web flambant neuf en ligne en 4 semaines? Moi, je ne peux pas. D'autres peuvent le faire parce qu'ils vont faire travailler leur équipe la fin de semaine ou les soirs. Moi, je ne fais pas ça. Donc, je dis non, puis peut-être qu'on reste bons amis, puis ça ne marche pas. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas de magie. C'est pas grave. Le client a ses objectifs. Il veut quelque chose rapidement. Moi, je ne fais pas ça. Je préfère bien étudier ses besoins, m'assurer que j'ai un produit qui va satisfaire le client et sa clientèle qui va aller lire ou voir le site web et dire « Ah, bon, là, je comprends mieux ce que cette entreprise-là offre. » Alors, oui, effectivement, des fois que ça connecte bien, puis des fois, on sent que peut-être que ce n'est pas un client pour toi, puis il va en avoir d'autres. Tu l'as mentionné à plusieurs reprises depuis qu'on se parle, que tes employés, tu ne leur mets pas de pression, tu essaies de les garder dans une atmosphère de travail qui est saine, dans un contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. C'est encore plus important. C'est ça. Est-ce que les clients aussi, eux, quand tu leur dis, ben regarde, moi, mes employés, là, je tiens à ce que, bon, à un, les garder, à deux, à ne pas les stresser. Donc, oui, ton projet, ben moi, c'est pas dans nos valeurs d'entreprise de dire que, ben on va rusher la chose. Est-ce que les clients sont perceptibles à ça, de dire oui, je veux faire affaire avec lui parce que justement, il traite ses employés d'une manière décente. Est-ce qu'on commence à avoir ce genre de réaction-là vers les gens d'affaires ou peu importe les clients? Oui, effectivement. Bien, avec ma petite entreprise Présence Web Marketing, on a développé un modèle ou une formule qui est assez courante. En fait, je suis seul dans mon entreprise et je vais approcher des collaborateurs, des pigistes habituellement comme moi, parce qu'ils sont disponibles comme ça. Et effectivement, je demande toujours, est-ce que tu peux travailler vite? Est-ce que tu peux travailler sous pression si jamais j'ai besoin de quelque chose? Oui, non, peut-être, ou je suis bien occupé, oui, je peux prendre plus de projets. Et c'est quelque chose, on met vraiment ses gants blancs pour travailler avec des gens. Surtout aujourd'hui, oui. Et surtout des collaborateurs pigistes. Parce qu'ils ont le choix d'aller ailleurs. Ils ont probablement déjà une clientèle, une base de clients bien établie. Alors, il faut voir leur disponibilité. Là, moi, mon plus gros défi, c'est jouer avec des horaires de 2-3 personnes pour soit des webmasters, soit d'autres rédacteurs, soit un designer graphique. Pour voir quel horaire tu as, comment ça marche dans ta vie. On essaie beaucoup de connecter aussi pour respecter le rythme de la personne. C'est temps fort. Quand est-ce que tu penses livrer ça? On joue beaucoup. Moi, je joue beaucoup avec des horaires de disponibilité, puis m'assurer que j'ai quelque chose, un livrable pour mon client, telle date. Alors, je recule de la date que le client veut ça, puis je peux reculer 2 semaines, 3 semaines, 2 mois pour un gros site web, par exemple, à monter et à rédiger aussi. Donc, ce n'est pas juste de la production, c'est de la réflexion de quel genre de marque le client veut en ligne, en mots et en titre.
Et ça, j'ai besoin de gens pour travailler avec moi, c'est sûr, mais toujours ce respect-là de son horaire, de son rythme, de sa disponibilité. Effectivement, c'est encore plus important quand on cherche des gens. Et si j'ai un collaborateur qui dit, je vais être trop occupé dans 2-3 mois, je ne pourrais pas faire tel projet. C'est mon problème d'aller chercher quelqu'un d'autre. Mais il y en a beaucoup des pigistes dans la région. Hein? C'est des gens, des fois, qui n'ont pas trouvé l'emploi qu'ils veulent ou, comme moi, ils aiment l'idée de travailler seuls, chez eux, tranquillement. C'est pas la COVID qui nous a poussés dans nos petits bureaux chez nous. Hein? En fait, nous, dans notre modèle d'affaires, moi, je travaille chez moi depuis 30 ans. La COVID n'a pas changé grand-chose, sinon qu'il faut faire beaucoup de rencontres de 5 à 7, toutes les formules de réseautage qu'on avait avant. Et ils sont en Zoom, puis tu parles à des gens qui sont gros comme ça, là. Disons que ça en a pris pour son rhume aussi au niveau des 5 à 7. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais journaliste ici, on se promenait beaucoup dans les 5 à 7. Et puis, le nombre, justement, d'entrevues que j'ai pu booker ici et là, oui. Tout le monde est là en même temps. Donc, tu passes d'un à l'autre. Oui, est-ce que ça te tente de venir à mon émission? J'aimerais parler de tel sujet. Ça va plus vite que par Zoom, malgré qu'on a moins à se déplacer. Donc, on y regagne là-dessus. Un député comme Stéphane Lauzon me disait, je peux faire au moins 8 réunions par jour quand je pouvais en faire 2, parce que moi, partir d'Ottawa, aller dans la petite nation ou aller à Argenteuil, ça prenait un temps physique pour y aller. Je perds 3 heures ou 4 heures dans ma journée juste à faire du voyagement. C'est un petit peu plus facile avec Zoom. On y a trouvé quand même, oui. C'est bon. Là. Oui, on s'est adapté, effectivement. Puis il y a des pour et des contre, effectivement. D'ailleurs, nous, on le fait à toutes les semaines ici avec l'émission de TVC Info avec notre animatrice Lauralie qui est en direct de chez elle. Et les gens sont en direct de chez eux directement via Zoom. Oui, Lauralie, je la connais, effectivement. J'aime beaucoup sa formule, son approche aussi. C'est ça. Donc, il faut développer une autre approche. J'imagine qu'avec les clients, ça a été la même chose. Les clients, bon, là, on est adapté quand même. Ça fait 2 ans, pas mal, qu'on se met là-dedans. Mais au départ, ça devait être un petit peu plus difficile de convaincre les clients, de dire oui, regarde, on va se rencontrer, mais via Zoom. Oui, c'est plus aléatoire. On dirait qu'on est moins sûr des résultats. Hein? On est moins sûr de l'effet qu'on fait. La poignée de main, la fameuse poignée de main, on l'a pu. Et puis là, tu sais, on peut s'envoyer des babayes, mais c'est pas pareil. C'est pas aussi significatif. Justement, si on travaille à l'ancienne, si on peut le mettre entre guillemets, là, ça a changé. Il va y avoir un avant et un après pandémie, j'imagine. Là. Dans le traitement aussi des demandes des clients, il va y avoir d'autres choses aussi, j'imagine. Là. Je pense que on va revenir à l'ancienne formule tôt ou tard, mais ça va prendre un petit peu de temps. Est-ce que c'est 2022? Personne ne le sait, mais je peux donner un exemple. La Chambre de commerce de Gatineau a fait son premier 5 à 7 en personne il y a 2 semaines, mais ça s'est passé au centre Slush Poppy. Donc, il y avait beaucoup plus d'espace. Il y a plein d'espace, puis les gens, on se parlait avec masque, et puis après 2 verres de vin, les masques tombaient. Mais on était quand même dans un grand espace et ça, c'est possible. Est-ce que ça va continuer comme ça? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui craignent. Hein? Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout allés. Dis-moi, je me retrouve pas avec 200 personnes, puis je suis masque, pas masque, tout ça. Alors, c'est pas pour tout le monde non plus. Hein? Non, c'est ça. Et c'est correct, hein? Il faut vivre ce qu'on a à vivre. Moi, ce que je préconise, en tout cas, ce que je vois comme tendance, c'est une tendance hybride. Donc, pour nous, exemple donné, à l'informel, on a souvent des gens qui sont via Zoom parce que, bon, ils ne peuvent pas se déplacer. On est allé chercher aussi des gens qui sont de l'extérieur de la région pour apporter justement à ce qu'on disait. C'est sûr qu'on aime, puis on s'en est parlé justement avant de faire l'entrevue, on aimerait ça. L'idéal, c'est en personne, mais on comprend, évidemment. On s'est adapté aux gens et ça a permis d'aller chercher des gens qui, normalement, ne seraient pas jamais venus à l'émission, puis d'aller chercher d'autres propos. Et voilà. Et là, on s'adapte de façon hybride. On le fait quand on est capable en format live et on le fait en format Zoom quand c'est possible. Puis,
je regardais les émissions et on est rendu à pas mal 50-50 là, dans le format Zoom. Tu sais, on est allé chercher des gens qui étaient, exemple donné, j'ai dans la tête Louis Robert, qui est un agronome. Et tout. Donc, il a fallu redesigner notre studio aussi. C'est là qu'on se rend compte dans le design, ça va partout, là. C'est graphique, mais on le voit aussi. Là, on parlait tantôt, bon, là, il faut que ce soit à la télé, il faut que ce soit sur Internet, il faut que ce soit ici et là. Mais les formats, non seulement les formats de fichiers diffèrent, mais les formats de présentation diffèrent aussi. Ça a augmenté beaucoup. Là. On n'est plus juste papier dans une revue ou dans un journal. Oui, la formule, on s'attend à ce que les gens, les futurs employés soient très, très instruits. Ils connaissent beaucoup de choses maintenant. Je regardais certains mandats offerts dans la communication. Mm-hmm. On aime bien avoir des communicateurs qui savent écrire en anglais et en français dans la région. Hein. Tout à coup, je tombe sur une ligne, connaissance des logiciels de design graphique, un atout. Oui, mais le gars, il a fait un bac en communication. Ça ne veut pas dire qu'il s'est designé nécessairement, mais on exige ça maintenant dans certains postes de communication. Pourquoi? Parce que c'est dans l'air du temps, parce qu'on ne veut pas appeler un graphiste à chaque fois. On combine des talents dans les postes et les jeunes l'ont, sans nécessairement avoir pris de cours, comme on discutait. Il y a beaucoup de choses en ligne. Ils ont des amis qui sont prêts à leur montrer. Il y a des formules qui sont là. Il y a des ressources. On cherche des jack of all trades, comme on dit en anglais, là. C'est plus rapide, la personne est là, est dans l'équipe, même en Zoom, on sait que la personne a 3 talents au lieu de 2. C'est alléchant. Et effectivement, les jeunes s'attendent à ça aussi, avoir plusieurs talents. On le voit dans les CV, dans les demandes d'emploi qu'on voit partout dans le domaine des communications, au design. Là, j'en vois beaucoup passer dans le design graphique, sur des sites spécialisés en emploi. Il y a une demande, là. Si un jeune dit hey, « j'aimerais ça aller étudier en design graphique », la demande est là. Il peut s'attendre à avoir un emploi en sortant, même si dans tous les domaines présentement, on cherche. Là. Mais quelqu'un en design graphique dit, si, mettons, il disait « Bon, Philippe, est-ce que tu penses que je peux m'en aller là-dedans? Est-ce qu'il y a de l'avenir là-dedans? » La réponse est... on a toujours des besoins, effectivement. Parce que même si ce n'est pas destiné au papier, au format brochure corporative, où on étale les bons coups de l'entreprise ou les produits. Il y a toujours Shopify pour présenter ces choses, vendre. L'Internet est là. Et c'est là pour rester. Et on a toujours besoin d'un designer, ne serait-ce quelqu'un qui connaît l'ergonomie des sites web, l'ergonomie des cybercommerces aussi. Ça, c'est quelque chose qui fait aussi vendre. On oublie des fois que quand on arrive sur un site web, puis c'est pas la présentation qu'on veut voir, les photos sont un peu moches, on reste 8 secondes sur un site. 6 à 8 secondes. Si on n'est pas accroché dans ce temps-là, qui est assez court, bien, on a le choix de 25 autres sites web qui nous est proposé par Google. C'est simple, on va aller voir ailleurs, tout simplement. Alors, si c'est trop compliqué aussi. C'est trop compliqué. Si on voit, justement, je veux acheter quelque chose, je m'en vais sur un site, puis voyons, je trouve pas, le bouton clique mal, on dit on va aller ailleurs. Exactement. Puis, la petite fonction de recherche sur un site où il y a beaucoup de produits, bien, moi, je vais avoir tel produit, je vais mettre mon mot-clé là, et j'ai tout de suite 25 choix qui me sont offerts. J'adore le moteur de recherche interne ou local, qu'on appelle, sur un gros site web de commerce électronique. Il faut ça maintenant. Il y a plein de choses que maintenant, on a pris des habitudes d'achat, on a pris des habitudes de lecture, de découvrir des sites web. Il faut les bons outils aux bons endroits. Et c'est de l'ergonomie souvent, pour que ce soit facile à utiliser, n'est-ce pas? Oui. Quand on pense à commerce en ligne, évidemment, on peut pas passer à côté, c'est Amazon. Amazon qui a commencé avec des livres. Là. D'ailleurs, les gens riaient un peu de Jeff Bezos à l'époque. Ils rient pas mal moins aujourd'hui. Mais est-ce qu'Amazon est encore le chef de file en termes de niveau design, de niveau recherche? Est-ce que les gens s'en inspirent encore ou est-ce que ça commence à stagner un peu? Il y a d'autres types de commerce en ligne qui apparaissent. Il y en a déjà d'autres qui ont une autre approche beaucoup plus visuelle, plus sympathique. Amazon n'a pas de design comme tel. Il y a beaucoup d'ergonomie.
Donc, on trouve facilement les moteurs de recherche interne, des mots-clés. Tu regardes quelque chose, tu reviens le lendemain, on te propose 3 ou 4 autres choses dans le même thème. La force des cookies. Oui, ça revient tout le temps. On t'offre toujours des choix. Donc, c'est difficile à faire, ça. C'est une machine qui est très, très bien huilée. On peut imiter ça, mais ça ne sera jamais pareil. D'ailleurs, il y en a qui imitent très bien, mais il y a moins de force, il y a moins d'imposition, il y a moins de... c'est quasiment de la vente dure sur Amazon. Il y en a du stock, et puis c'est bien disposé. Puis tu as tout de suite des commentaires au bas, alors que d'autres sites web n'offrent pas nécessairement, d'autres commerces électroniques n'offrent pas les commentaires automatiques ou instantanés en dessous sous les objets à acheter ou proposer. Mais Shopify a développé une bonne formule que j'aime bien, où on peut jouer de tous ces mécanismes-là, mais jamais comme Amazon. C'est sa formule à lui. C'est difficile à imiter. Apparemment, on l'a imité avec Alibaba en Chine, oui, qui est immense, qui est plus gros qu'Amazon, oui. En fait. Mais il y a d'autres formules qui sont quand même très bien. Et moi, je trouve que c'est plus visuel et c'est plus sympathique travailler avec, par exemple, WooCommerce de WordPress ou un Shopify bien monté. Alors, oui, il y a d'autres formules et il va toujours y avoir d'autres. Puis, il va y en avoir. Est-ce que Amazon va rester? Je pense que oui, parce que la formule a été prouvée. Même si c'est compliqué à travailler, à devenir membre, à devenir marchand sur Amazon, c'est toute une aventure. Hein? Ah, ça, je ne savais pas. On n'en parle jamais de ça. Il faut une formation spéciale. Il faut un consultant que tu ne peux pas te payer parce que c'est devenu des spécialistes. Alors, souvent, la formule, c'est de l'apprendre par toi-même, avec des tutoriels. Et Amazon fournit aussi des capsules de formation. Mais il faut toujours que tu payes. Tu payes tout à Amazon. Hein? Bien, c'est sûr que... C'est une grosse machine à argent. Oui, c'est le principe de la chose. C'est la machine à argent. On ne fait pas ça. D'ailleurs, on n'est pas en entreprise pour perdre de l'argent. C'est assez commun comme... c'est assez de base comme quand on se lance en affaires, on veut faire de l'argent. Et d'ailleurs, notre cher ami Bezos l'a compris assez rapidement. Oui. Il y a aussi l'achat local. Il y en a qui vont dire, c'est bien beau, Amazon, je reconnais que j'ai des produits qui sont 5 à 10 $ moins chers, mais je connais 3-4 entreprises qui offrent à peu près la même chose, les mêmes produits. C'est local. Ils ont monté leur commerce électronique, je vais aller acheter là. D'ailleurs, à mon niveau technologique, il y a un magasin ici à Gatineau, et d'ailleurs, on a acheté souvent parce que la force du magasin local, c'est de l'avoir. S'il l'a en stock, tu le prends de la tablette, tu le payes, tu t'en vas avec. Si tu en as besoin là, et pas demain matin ou pas dans 3, 4, 5 jours, tu ne sais pas aussi quand est-ce que ça va arriver, dans quel état ça va arriver aussi. Parce que, des fois, il y a des compagnies de transport, ça part de la Chine ou ça part d'un autre pays. On ne sait pas trop comment la boîte s'est rendue, dans quel état, que la manutention est des fois parfois un peu aléatoire, je dirais, de pays en pays. Oui, et ça passe beaucoup par Mississauga. Oui. Des immenses entrepôts comme des champs de football. Hein? C'est là, Amazon est là, mais il y a aussi Ottawa. D'un côté en brun, puis là, ils veulent en faire un autre là aussi, d'entrepôts en stock. Mais la livraison est là, mais personnellement, j'ai encore un peu... l'attrait d'aller magasiner, de voir des choses. Puis souvent, on sort avec quelque chose d'autre qu'on n'avait pas pensé. Exactement. On achète d'autres choses. Donc, on multiplie les achats en mettant les pieds dans un magasin. Et ça, c'est un phénomène que tout le monde... on craint des fois d'y aller. Si j'y vais, je vais juste acheter la chose que j'ai besoin ou je vais acheter 2 autres petites choses que je n'ai pas nécessairement besoin. Mais les gens ont toujours le plaisir à magasiner. Tu magasines, tu découvres aussi. Tu découvres qu'est-ce qui s'en vient. On annonce ça. Tu découvres ce qui est là, qui ressemble à ce que tu veux. Puis tu découvres d'autres choses qui est mieux, un meilleur prix, exactement ce que tu veux. Une autre marque que tu ne connaissais pas. Donc, le magasin est là pour rester, à mon avis. Et c'est toujours agréable. D'ailleurs... Surtout quand on supporte nos amis qui sont en affaires.
D'ailleurs, Amazon l'a compris parce que souvent, on nous dit ben, si tu achètes ça, ben, les autres ont acheté ça avec. Tu fais comme ah ouais, peut-être que. Ou on nous offre ce qu'on appelle des bundles. Là, dire ah, ben, rachetez ça, ben, vous avez acheté ça, ben, évidemment, il faut que vous achetiez ça parce que ça, un ne va pas sans l'autre. C'est là qu'on est. On parlait des commentaires tantôt. Oui. La Très force important. des commentaires. Très important. Dans la décision de l'achat, moi, j'ai parlé avec quelqu'un en fin de semaine, justement, à propos de matériel de photographie. Et la personne dit, ben, moi, je vais sur Amazon et si c'est pas en bas de 4.4 sur 5, ben, je l'achète pas. C'est une force, là. Oui. C'est parlant, comme on dit. Parce que il y a l'expérience qui a été vécue par quelqu'un d'autre. Il a bien voulu en parler avec quelques phrases. Souvent, c'est très bien écrit aussi. Hein? Beaucoup de commentaires qui sont... si c'est très mal écrit, ça passe même pas. Parce qu'il y a des logiciels qui vont détecter des commentaires qui sont tout croche. On ne comprend pas bien. Ça se publie même pas sur le site Amazon surtout. Alors, les commentaires, effectivement, c'est devenu une force de vente. Subtile, mais qui peut affecter l'achat sur 50% des fois. D'ailleurs, j'ai acheté quelque chose ici et là sur Amazon et il y avait des commentaires et bon, j'ai acheté la chose et effectivement, le commentaire s'est avéré juste. Mais comment on peut savoir si le commentaire n'est pas planté? Un peu, on avait eu, je pensais à un site de voyage, qu'il y a des compagnies qui disent, ben regardez, là, ils disent aux compagnies, ben moi, je vais te mettre des bons commentaires, je vais booster ça un peu, même si, tu sais, on va éluder des anciens commentaires, ceux qui sont pas bons. Comment savoir, justement, le vrai du faux dans ces commentaires-là? Savoir si le produit n'est pas boosté, là. C'est très difficile à savoir. Moi, personnellement, je lis au moins une vingtaine de commentaires et plus. Puis, dans la moyenne, je le vois, si les gens ont apprécié. Puis, aussi dans les commentaires, un autre point que j'aime, c'est qu'ils vont décrire le produit, qu'est-ce qu'ils ont préféré dans le produit, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé. Et ça, je vois, le produit, il y a cette force-là que je n'avais pas pensé à ça. Ah, tu peux aussi faire ça avec. Ben oui, c'est dans le commentaire. Puis là, je regarde le produit, puis on le tourne, hein, on agrandit la photo. Je dis, ben oui, non, ça, je n'avais pas vu ça. Donc, les commentaires peuvent ramener au produit et mieux comprendre ce qu'on va acheter ou ce qu'on cherche. Alors, j'aime beaucoup cet aspect-là, qu'il y a quelque chose d'instructif, d'éducatif des fois, mais il faut en lire beaucoup pour faire une certaine moyenne. Puis, est-ce que les commentaires sont truqués? On espère que non. Je ne sais pas. Il est possible. Mais sur la tonne de commentaires qu'il peut y avoir pour certains produits, bien, des fois, à un moment donné, on peut se faire une tête. Moi, ce que j'aime aller voir, c'est les commentaires à 1 étoile et les commentaires à 5 étoiles. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que la personne a fait avec le produit pour le détester à mort ou pour l'adorer? Exact. C'est là qu'on voit, on peut essayer de remettre les pendules à l'heure dans le milieu et voir si effectivement le produit est bon ou est pas bon. Souvent, on se rend compte que les gens ont fait totalement quelque chose d'autre avec le produit qu'ils n'étaient pas censés faire. Puis là, je le déteste parce qu'il ne fait pas telle affaire. Oui, c'est parce qu'il n'est pas conçu pour ça. Oui, exactement. La conception est là. Oui, on le voit directement. Je regarde les dates des commentaires négatifs. C'est avant 2019, 2018. Puis c'est comme si tout le monde s'occupe des commentaires. Hein? Le marchand, les entrepreneurs, ceux qui bâtissent les produits, qui designent. Et on a corrigé. À partir de 2020, ça commence à être positif. Là, il n'y en a plus des 1 étoile. Là, on voit que les gens s'en occupent des commentaires et ils prennent des leçons de ça. Ils vont améliorer les produits. On le voit, j'ai commandé, exemple donné, on parle d'une base de micro, comme ça, j'en ai commandé une, et puis il disait, maintenant, c'est le nouveau design. Le nouveau design est ici, le nouveau design est là, parce que justement, il y avait des forces, exemple donné, des faiblesses au niveau de la structure pour l'attacher, exemple donné, ou quelque chose comme ça. Donc, ils se sont améliorés. Les commentaires ont cette force-là de faire réagir. Puis souvent, on pense que, c'est mon commentaire, c'est un goutte d'eau dans l'océan. Mais si on se plaint jamais, comment la compagnie peut le savoir que son produit ne répond pas aux attentes des clients? Mais de l'autre côté, quand on les reçoit, les commentaires, on voit souvent des gens qui, sous certains mauvais commentaires, vont dire, appelez-nous... Est-ce que c'est bon, ça, justement? Est-ce qu'on le recommande aux gens de dire répondez à ces commentaires-là, puis essayez de trouver un terrain d'entente, puis pour s'améliorer, si jamais il y a vraiment une lacune en quelque part dans notre entreprise,
est-ce que c'est bon de ça? Est-ce que c'est simple et est-ce Oui, que ça ne demande c'est ça. pas justement un temps de fou? Bien, ça prend un équilibre. D'ailleurs, on le voit bien sur Facebook quand quelqu'un essaie de dire quelque chose de positif sur l'actualité, sur un politicien, sur une nouvelle loi dans notre ville, un nouveau règlement. Les gens vont beaucoup critiquer, puis il y en a qui font la part des choses. Et quand on se donne la peine, effectivement, tu le dis bien, hein, que ça prend du temps de s'informer. J'ai lu, je pense, une quinzaine de commentaires ou une vingtaine. C'était long, là. Je dis, mais je vais aller au fond de ça. Je veux savoir ce que la majorité des gens pensent. Et puis, ça prend du temps. Au bout de vingtaine de commentaires, là, je peux faire le pour et le contre, la part des choses. Puis je dis, ah oui, OK, lui a raison de dire ça, mais lui a raison aussi de critiquer. Parce que sa critique, c'est bon. Et ça prend ce côté-là aussi. Donc, moi, j'aime bien Facebook pour ça. Je ne parle pas des commentaires stupides ou des aberrations qu'on envoie, là. Mais quand il y a une bonne discussion, Facebook, c'est bon pour ça. Mais du côté du client... C'est pas du produit, c'est plutôt des idées qu'on a sur Facebook. Mais du côté du client, quand il reçoit des mauvais commentaires, est-ce que justement tu en as des clients qui t'appellent et disent « Hey, j'ai des mauvais commentaires sur mon site web ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je fais? » Oui, c'est quoi qui est bon en marketing de le faire répondre, pas répondre? C'est où le dosage? Normalement, ça vient automatiquement. Hein? Le client t'appelle et dit « J'ai de mes clients qui ont dit qu'ils ne trouvaient pas telle chose dans le site web. Est-ce qu'on peut mettre ça plus clair? » Ou on est en train de regarder mon site web, puis certains de mes clients ont dit qu'il manquait ça. Il y a telle chose. J'ai suivi une formation, puis mon site web va pas assez loin, selon ce qu'on me dit. Puis les clients ont dit qu'ils ne trouvent pas telle chose. Il n'y a pas de vidéo sur ton commentaire. Tu n'as pas vraiment de conseils aux gens, aux futurs acheteurs. Tout ça. Philippe, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Alors, oui, ça vient et des clients et de leurs clients. Puis, graduellement, on peut améliorer. C'est comme on améliore des produits à la consommation. On améliore un site web aussi dans le temps. On ne peut pas tout faire en quelques mois sur un site. Souvent, c'est graduel. Souvent, c'est par étapes. Il y a des petites entreprises qui veulent un site de base, temporaire. Puis, je te reviens de voir dans un an, on fait quelque chose de plus complet parce que là, je vais avoir des petites vidéos, je vais avoir peut-être une fonction de commentaire, je vais avoir un blog où on pourra donner son opinion sous les articles. C'est des choses qui arrivent graduellement ou progressivement parce que ça coûte des sous aussi. Est-ce qu'on a le budget? On a un budget pour un site web, mais il faut aussi un budget pour une présence en ligne. Où est-ce que je vais aller sur les médias sociaux? Bien, est-ce que j'ai le budget pour ça aussi? Alors, on essaie de répartir la tarte budgétaire marketing de différentes façons. Puis, effectivement, les clients vont donner des opinions qui vont aider à améliorer la présence d'une entreprise en ligne. Justement, on parle d'argent. Comment ça peut coûter une entreprise là, qui dit, bon, ben, je vais aller voir... c'est sûr que c'est variable, évidemment, là, selon le nombre de pages, mais un budget minimum, dire, regarde, en bas de ça, là, écoute, je peux rien faire pour toi, là. Même un site web de base. On peut s'attendre à combien payer? Ben, c'est quelques milliers, j'imagine? Oui, 2000 $. C'est un site web de base. Souvent, on y va au plus simple. Hein? C'est ce qu'on appelle la page défilante. Ah oui. On défile photos, panneaux information, photos, mission, vision. On arrive plus loin, produits ou services. Et ça se fait en 3 secondes. J'ai tout le contenu du site web. C'est des sites de base de 2000 $. On va aller plus loin, 3000, 4000, 5000. On peut rajouter à ça ou changer la formule. Boutique en ligne, on parle de dizaines de milliers, j'imagine? Il y a des petits Shopify qu'on peut faire pour 3000 $, 2000, 5, 3000. Parce que souvent, on commence avec une gamme de produits qui est limitée. J'ai fait des sacs à main, on va dire, designés par moi puis ma fille, on va dire. Et j'en ai juste 12 modèles. Combien ça coûte? Je vais aller sur... Parce que j'ai confiance, ça se vend déjà avec mes amis. Je pense que ça peut se vendre en ligne. Surtout que je vais y aller français et anglais en partant. Ah, OK. Bien, c'est peut-être un petit budget de 2000 quelques. Et puis, on ajoute tranquillement, puis le site prend de la prestance, prend un choix très intéressant, des thèmes qui reviennent dans les produits.
Ça, on peut monter à 5 000, 6 000. Effectivement, un bon commerce en ligne avec 200-300 produits, peut-être 10 000, 15 000, effectivement. C'est quand même pas si onéreux que ça. Moi, je pensais, il y a eu des temps où c'était exorbitant. Là, on est capable d'avoir une présence en ligne pour quelques milliers de dollars si on veut s'investir. Puis, souvent, j'écoutais une vidéo sur YouTube et justement, la personne disait, si tu veux commencer à faire du YouTube, il faut que tu commences. Il faut que tu commences en quelque part. Il faut que tu le fasses. Oui. Juste le faire. Puis, j'ai lu dans ton profil le côté mentorat. On en a parlé un peu, l'enseignement et tout ça. Mais bon, aujourd'hui, le mot mentor, j'ai l'impression qu'il est pas mal galvaudé. Tout le monde à peu près a des mentors et tout le monde un peu s'improvise mentor. Qu'est-ce qu'il faut avoir fait ou qu'est-ce qu'il faut avoir comme caractéristique pour se qualifier de mentor? Je pense que c'est l'expérience qui fait la différence. Pareil, je mentionne la Chambre de commerce de Gatineau parce que je connais bien l'équipe des mentors. Pas toute l'équipe, parce que je pense qu'on est soixantaine. Hein? Oui. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont réussi quelque chose en affaires, qui ont une bonne base de clients, qui ont vécu l'épreuve d'être en affaires un peu plus compliqué. Ils ont eu des employés, ils ont eu peut-être des nouveaux partenaires qui sont arrivés, d'autres qui ont quitté. Comment on se réinvente quand les clients ne sont pas là, quand on ne vend pas bien, on va ajouter nos services. Bon, ces gens-là sont de l'étoffe à faire de bons mentors, à mon avis. Mais il faut faire la différence entre un mentor et un coach. Tout le monde a besoin d'un coach, à mon avis, pour démarrer en affaires. Le mentor peut aussi être utile et on ne parle pas le même langage. Par exemple, le mentor va beaucoup parler d'émotions et d'attitude avec la personne en affaires. C'est vraiment comment le comportement de la personne dans ce milieu-là ou avec les moyens qu'il a pour être en affaires, que ce soit un budget, du temps. Est-ce que j'ai du temps, j'ai pas de temps? De la disponibilité, j'ai-tu un partenaire ou non? Est-ce que je veux un employé dans un an? Je dois préparer ça. Comment est-ce que j'ajuste ma formule, ma proposition de valeur? Je me décris comme ça. Est-ce que ça va marcher? Pour moi, j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Tu as peur, c'est des émotions. On va en parler. On parle beaucoup d'émotions et d'attitudes et les épreuves qui arrivent. Ça affecte l'entrepreneur de quelle façon? Hein? Et c'est ça le mentor, c'est discuter de ça, juste avoir quelqu'un avec qui discuter, qui a l'expérience, de « Ah, tiens, j'ai déjà vécu quelque chose comme ça. Voici comment j'ai réglé ça. » Ou « Voici l'attitude que j'ai changé mon attitude par rapport à ce genre de problème-là. Je ne sais pas si c'est pour toi, je te dis ce que j'ai vécu. » Et le coach, lui, le coach, lui... j'imagine qu'il est dans le côté plus pratique. Ouais. Plus tu fais des choses comme ça, mettons un exemple, donner un formulaire, tu le remplis ça, il y a ça à faire pour te partir, pour t'officialiser, pour bien partir la structure de ton entreprise. Et c'est aussi la planification des opérations. Comment on est en affaires physiquement. Ça prend un permis, tu veux ouvrir un magasin de détail, bien, commence à chercher, mets-toi de chum avec des courtiers qui sont dans le domaine commercial, ils vont peut-être t'indiquer quelque chose. Il y a 1000 petits détails, comment on démarre quelque chose qui est opératif, qui a beaucoup d'étapes, des choses pratiques à faire chaque jour. Je me lève le matin, je dois ouvrir une porte, je dois démarrer ça, je dois appeler un employé, je dois consulter, je dois faire des estimations, je dois aller voir des fournisseurs pour voir est-ce que j'ai bien compris ce qu'ils offrent. Tout ce démarchage-là, c'est le coach qui est plus habilité à aider quelqu'un. Et le mentor, c'est plutôt l'attitude. Est-ce qu'on peut être les deux, coach et mentor, en même temps? Ah, absolument, on pourrait. Pourquoi pas? Il y en a qui ont la capacité, l'expérience. On leur demande ça, peut-être. Moi, je préfère rester mentor avec mes mentorés. Combien de mentorés, à peu près? J'en ai juste une pour l'instant. Oui, parce que j'en veux pas d'autres. J'ai pas le temps vraiment pour ça. C'est l'investissement aussi, l'investissement en termes de temps aussi pour le mentor. Ben c'est 1h30 par mois. Tu vas dire c'est pas beaucoup, mais en même temps, j'aime être en forme, être juste, parce qu'on parle d'émotions, on parle de choses difficiles des fois. Parce que être en affaires, c'est beau. Quand on se voit sur notre page Facebook, quand ça va bien, ça va bien. C'est beau. On présente toujours le meilleur côté de l'entreprise.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, on traite beaucoup avec qu'est-ce qu'il y a derrière être en affaires avec une personne. Il faut avoir un côté psychologue aussi, là, j'imagine, dans ce cas-là. Là. Il faut être diplomate, hein? C'est ça. Et reconnaître aussi les types d'émotions que la personne va vivre et comment on adresse ça en tant qu'autre personne qui a vécu aussi des émotions. On n'est pas juste en affaires pour être en affaires. Non, on est en affaires aussi pour évoluer, pour découvrir des choses, pour se faire une place dans le monde des affaires comme personne. Et ça, c'est bien important pour les mentorés. Ils disent, moi, je veux faire ma place, là, comment je fais ça? Je veux faire de l'argent aussi. Ah, ça, tu parles à ton coach. En tout cas, on espère longue vie. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle. C'est excessivement intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Sigouin, de Présence Web et Marketing. Présence Web Marketing ici à Gatineau. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.